Lors d'un dîner de famille, ma belle-sœur arrogante m'a accusée de lui avoir volé son portefeuille et m'a traitée de voleuse. Mais quand elle a sorti le portefeuille de mon sac avec un sourire narquois, la situation s'est retournée contre elle, à sa grande stupeur. Je m'appelle Meredith, j'ai 28 ans et je suis analyste financière à Charlotte, en Caroline du Nord. Et je pensais avoir enfin trouvé la fin de mon conte de fées. Imaginez la scène, un dîner de famille chaleureux chez les parents de mon fiancé, le genre de dîner avec de la porcelaine vintage et l'arôme de jambon glacé au miel qui emplit l'air. Nous venions d'annoncer la date de notre mariage, et les deux familles étaient réunies autour de la table en acajou, levant nos verres de thé glacé et de champagne, célébrant notre avenir ensemble. J'étais nerveuse, mais pleine d'espoir, essayant désespérément de faire bonne impression sur mes futurs beaux-parents. La conversation coulait de source. On parlait de lieux de réception, de fleurs et de destination de lune de miel. Puis, comme une tornade dévastant un après-midi paisible, mon monde s'est brisé en 1000 morceaux. Tu as volé mon portefeuille, Meredith. Les mots ont tranché l'air de la pièce comme une lame. Ma future belle-sœur, Victoria, se tenait au centre de la salle à manger, son doigt parfaitement manucuré pointé sur moi comme si j'étais une criminelle. Elle tenait en l'air un portefeuille en cuir coûteux de marque Coach. Je l'ai reconnu immédiatement, comme une pièce à conviction dans un procès pour meurtre. Toutes les têtes se sont tournées. Ma mère, ma petite sœur Claire, les parents de Blake, même les cousins que je venais de rencontrer une heure plus tôt. J'ai senti mon estomac tomber. Le joyeux brouhaha s'est éteint instantanément, remplacé seulement par le léger vrombissement du ventilateur de plafond au-dessus de nos têtes. J'ai senti mes joues brûler alors que chaque paire d'yeux était fixé sur moi, attendant une explication que je ne pouvais absolument pas donner. J'avais l'impression que la pièce se refermait sur moi, les murs se resserrant à chaque seconde qui passait. « Victoria, ce n'est pas moi », ai-je commencé, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Ne me mens pas », m'a-t-elle interrompu, sa voix montant jusqu'à devenir un cri perçant. Ses boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière alors qu'elle secouait violemment la tête. « Je l'ai trouvé dans ton sac, petite voleuse. Tu pensais vraiment pouvoir débarquer dans cette famille et me voler ? » Ces mots m'ont frappé comme des coups. Je suis restée figée sur ma chaise, mon esprit s'efforçant de comprendre ce qui se passait. Le portefeuille qu'elle agitait était bien le sien. Je l'avais vu des dizaines de fois lors de nos déjeuners forcés, ceux où elle oubliait commodément son argent et me laissait payer l'addition. Mais je jure sur tout ce que j'ai de plus sacré, je n'ai pas touché à ce portefeuille. Je n'avais même pas apporté de sac à main au dîner. Le mien était enfermé dans la voiture de Blake, dehors. Le poids de tous les regards pesait sur moi comme un rocher écrasant, et je ne trouvais pas ma voix pour me défendre. Ça ne pouvait pas arriver. Pas ce soir. Pas devant toutes les personnes qui comptaient le plus pour moi. Laissez-moi revenir en arrière et vous brosser le tableau complet, car cette histoire ne commence pas avec l'accusation de Victoria. Elle commence avec moi, grandissant dans un minuscule appartement à l'est de Charlotte avec seulement ma mère et ma petite sœur Claire. Notre père nous a abandonnés quand j'avais 7 ans, laissant maman élever 2 filles avec un salaire de professeur des écoles. L'argent était toujours un problème. Nous faisions nos achats dans des friperies et étirions chaque dollar jusqu'à ce qu'il crie. Mais nous étions très soudés, nous 3 contre le reste du monde. Maman nous a appris que le travail acharné et l'intégrité étaient les seules choses qui comptaient vraiment. Baisse la tête, travaille dur et fais toujours ce qui est juste, disait-elle en corrigeant des copies à notre table de cuisine tard dans la nuit. Cette philosophie m'a bien servi. J'ai étudié comme si ma vie en dépendait. J'ai obtenu une bourse pour l'UNC Charlotte et décroché un bon poste chez Piedmont Financial Services, où j'analyse des portefeuilles d'investissement et me construis une vie dont je peux être fière. C'est aussi là que j'ai rencontré Blake, mon fiancé, qui se trouve être mon superviseur d'équipe. Blake Thompson est différent de tous ceux que j'ai connus. Il a 30 ans et cette confiance tranquille qui vous met en sécurité, comme s'il pouvait gérer tout ce que le monde lui enverrait. Il a grandi dans la classe moyenne. Son père possède une entreprise de CVC prospère. Sa mère est infirmière en pédiatrie. Et il y a cette authenticité bien ancrée en lui qui m'a attirée dès notre première conversation à la pause café. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, ce n'était pas seulement une question d'alchimie et de papillons dans le ventre. C'était quelque chose de plus profond.
Une confiance bâtie au fil des mois de discussions nocturnes sur nos rêves, nos peurs, nos espoirs pour l'avenir. Blake voyait la vraie moi, pas seulement le masque professionnel que je portais au bureau. Quand il m'a demandé en mariage sous le vieux chêne de Freedom Park, avec la skyline de Charlotte scintillant derrière nous, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé mon foyer. Mais Victoria, c'est la sœur aînée de Blake, et dès notre première rencontre, j'ai senti des ennuis poindre, comme des nuages d'orage à l'horizon. Elle a 34 ans et cette présence imposante qui attire l'attention où qu'elle aille, toujours habillée sur son 31 avec des vêtements de marque qui semblaient bien trop chers pour quelqu'un qui se disait constamment fauché. Son rire est fort et théâtral, le genre qui fait que tout le monde se retourne pour regarder. Blake m'avait prévenu qu'elle pouvait être intense, mais je n'ai pas compris ce que cela signifiait jusqu'à ce qu'elle obtienne mon numéro de téléphone et que les textos commencent à affluer. Des invitations à déjeuner dans des endroits branchés du centre-ville, toujours avec une variante de « Oups, j'ai laissé ma carte à la maison » ou « Je suis un peu à court cette semaine. Tu peux payer pour moi ?» J'ai payé à chaque fois, me disant que je construisais une relation avec ma future famille. Mais ces factures s'accumulaient rapidement, et les remboursements promis ne se sont jamais matérialisés. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alarme clignoter comme des néons à Times Square. Mais j'étais tellement absorbée par le bonheur des préparatifs du mariage que j'ai ignoré mon instinct qui me hurlait que quelque chose n'allait pas avec Victoria. Les déjeuners sont devenus un rituel de torture hebdomadaire. Chaque mardi, comme une horloge, mon téléphone vibrait avec une autre invitation dans un bistrot hors de prix du South End. Moment de complicité entre sœurs, m'envoyait-elle par texto avec beaucoup trop d'émojis en forme de cœur. Je traversais la ville, excitée à l'idée de créer un vrai lien, pour ensuite assister au même spectacle. Oh mon Dieu, Meredith. Je suis tellement gênée, disait-elle en battant des cils tout en sirotant son latte à la lavande à $12. J'ai complètement oublié et j'ai laissé mon portefeuille dans mon autre sac. Ça ne te dérange pas de payer cette fois-ci, n'est-ce pas? Je te le rendrai la prochaine fois, c'est promis. La prochaine fois n'est jamais arrivée. Quand je lui rappelais gentiment l'argent qu'elle me devait, elle riait comme si j'avais raconté la blague la plus drôle du monde. Allons, Meredith. Ce ne sont que quelques dollars. Nous allons être de la même famille. Ne te prends pas la tête pour des broutilles. Puis elle changeait de sujet si habilement que je repartais en ayant l'impression d'être la personne déraisonnable. Mais ce n'était pas que quelques dollars. Ces repas de « complicité entre sœurs » me coûtaient près de $200 par mois. De l'argent que j'économisais pour notre mariage. Chaque addition impayée était comme une petite trahison, surtout ayant grandi en voyant ma mère compter chaque centime juste pour mettre de la nourriture sur notre table. J'ai commencé à trouver des excuses pour sauter les déjeuners, prétextant des délais au travail ou des engagements familiaux. Mais Victoria était persistante, se présentant à mon bureau à des moments inattendus, toujours avec une histoire larmoyante sur le besoin d'un peu d'aide pour les parcs-mètres, le café ou le taxi. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir pluvieux de mars. Blake et moi quittions le travail ensemble, discutant de si nous voulions un DJ ou un groupe de musique pour la réception, quand j'ai entendu cette voix familière appeler mon nom. Meredith. Timing parfait. Victoria a émergé de derrière une voiture garée comme si elle avait été en embuscade. Sa veste de créateur était trempée, son maquillage légèrement bavé, mais elle arborait ce sourire étudié qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. J'ai un dîner avec des copines ce soir, dit-elle en s'approchant de nous avec cette grâce prédatrice que j'avais appris à reconnaître. Mais je suis un tout petit peu à court d'argent. Tu pourrais m'avancer $40? Je te jure que je te rembourse ce week-end. Ça a été mon point de rupture. $40 en plus de tous les déjeuners, café et prêts d'urgence qui n'avaient jamais été remboursés. J'ai senti quelque chose se briser en moi, comme un élastique trop tendu. Non, Victoria, ai-je dit, me surprenant de la fermeté de ma voix. Tu ne m'as remboursé aucun de l'argent que tu m'as emprunté. Je ne peux pas continuer comme ça. Son visage s'est transformé instantanément, la fausse douceur s'effaçant pour révéler quelque chose de froid et de calculateur en dessous. Waouh, juste waouh, Meredith. Et moi qui pensais que nous devenions de vraies sœurs, mais apparemment, tu vas compter chaque centime avec ta propre famille.
Le masque de Victoria était complètement tombé, et ce que j'ai vu en dessous m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la peine ou de la gêne. C'était de la manipulation calculée, et je refusais de jouer son jeu. Les familles s'entraident, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant un ton tranchant qui fendait l'air humide du soir. Mais je suppose que tu es trop égoïste pour comprendre ce concept. Blake, vas-tu vraiment épouser quelqu'un d'aussi radin? Le visage de Blake s'est assombri comme des nuages d'orage. Je ne l'avais jamais vu en colère avant. Vraiment, vraiment en colère. Mais sa mâchoire s'est crispée et ses épaules se sont redressées d'une manière qui le rendait soudainement dangereux. Ça suffit, Victoria, dit-il, sa voix basse et contrôlée, mais vibrant d'une fureur à peine contenue. Meredith ne te doit rien. Tu abuses de sa générosité depuis des mois. Abuser? Le rire de Victoria était sec et amer. J'essaie de créer des liens avec ma future belle-sœur et elle compte chaque centime comme une avare. Dans quel genre de famille vas-tu te marier, Blake? Des pauvres qui ne peuvent même pas dépanner leur famille de quelques dollars. L'insulte sur ma famille m'a frappé comme une gifle. En grandissant, nous n'avions peut-être pas beaucoup d'argent, mais nous avions quelque chose que Victoria n'avait manifestement pas. L'intégrité. Ma mère a travaillé à 2 emplois pour nous nourrir et nous vêtir. Sans jamais accepter la charité. Sans jamais trouver d'excuses. N'ose pas parler de ma famille, ai-je dit, me redressant, trouvant une force que je ne me connaissais pas, au moins, nous payons nos propres factures. Les yeux de Victoria ont brillé d'une lueur dangereuse. Tu n'as aucune idée de ce que sont les vrais problèmes, petite. Tu penses que ton enfance triste te rend spéciale? Tout le monde a des histoires larmoyantes. La différence, c'est que je n'utilise pas la mienne pour manipuler les gens, ai-je rétorqué. Blake s'est interposé entre nous, son instinct protecteur s'activant. Victoria, rentre chez toi. C'est terminé ici. Mais Victoria n'avait pas fini. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi, sa voix s'élevant presque jusqu'à un cri perçant qui a attiré les regards des passants. Tu te crois si parfaite, n'est-ce pas, Meredith? Avec ton petit boulot d'analyste et ton attitude de sainte nitouche, mais je vois clair en toi. Tu es une arriviste qui a piégé mon frère avec ton histoire triste, et maintenant tu te crois trop bien pour sa vraie famille. L'accusation flottait dans l'air comme un gaz toxique. J'ai senti les larmes me piquer les yeux, non pas de tristesse, mais de pure rage. Cette femme avait systématiquement vidé mon compte en banque tout en me dénigrant dans mon dos, et maintenant elle avait l'audace de me traiter de profiteuse. Tu es incroyable, ai-je murmuré, secouant la tête avec incrédulité. La voix de Blake a tranché la tension comme un couteau. Victoria, j'en ai assez entendu. Si je t'entends encore une fois parler de Meredith comme ça, tu ne seras pas la bienvenue à notre mariage. Bon sang, tu ne seras pas la bienvenue dans ma vie. Le visage de Victoria est devenu blanc, puis rouge, passant par une série d'émotions comme un feu de circulation défectueux. Un instant, j'ai cru qu'elle pourrait s'excuser, montrer un soupçon de remords pour son comportement. Au lieu de cela, elle a souri, une expression froide et calculatrice qui m'a donné la chair de poule. On verra ça, petit frère. On verra bien. Elle s'est retournée et s'est éloignée, ses talons claquant sur le trottoir mouillé comme un compte à rebours. Je ne le savais pas à l'époque, ce sourire était le prélude au cauchemar qui allait se dérouler lors du dîner de famille 3 semaines plus tard. Le dîner de famille était censé être notre triomphe, une célébration de l'amour, de l'engagement et de l'union de 2 familles. Les parents de Blake l'avaient planifié depuis des semaines, insistant sur le fait qu'ils voulaient faire quelque chose de spécial pour accueillir ma famille dans leur cercle. Leur maison dans le quartier de Meyers Park était chaleureuse et accueillante, avec des photos de famille couvrant chaque surface et l'odeur du fameux jambon glacé au bourbon de Madame Thompson flottant depuis la cuisine. Ma mère était venue de notre ancien quartier, élégante dans sa plus belle robe, la bleu marine qu'elle gardait pour les grandes occasions. Claire était là aussi, son œil d'artiste immédiatement attiré par les meubles vintage et les courtes pointes anciennes qui donnaient son caractère à la maison. La famille élargie de Blake remplissait la salle à manger, cousins, tantes, oncles, tous riant et partageant des histoires tout en se passant des plats de macaroni au fromage, de choux verts et de pain de maïs au miel.
Je me sentais comme dans un tableau de Norman Rockwell, vivant enfin le genre de grande réunion de famille dont je rêvais enfant. Victoria était là aussi, mais elle avait été inhabituellement silencieuse toute la soirée. Elle était assise au bout de la table, picorant sa nourriture et n'offrant que des sourires polis lorsqu'on s'adressait directement à elle. Je l'ai surprise à me regarder plusieurs fois avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, mais je n'y ai pas prêté attention. Peut-être que la confrontation avec Blake l'avait finalement fait réfléchir. Après le dîner, tandis que les hommes se rassemblaient dans le salon pour regarder un match des Panthers et que les femmes plus âgées débarrassaient la table, je me suis retrouvée dans la salle de bain du couloir, à retoucher mon rouge à lèvres et à essayer de calmer mon énergie nerveuse. Cette soirée se passait mieux que je n'osais l'espérer. La famille de Blake accueillait la mienne à bras ouverts, et même Victoria semblait se tenir à carreau. J'aurais dû savoir que ce calme n'était que le calme avant la tempête. Quand je suis retournée dans la salle à manger, Victoria se tenait près du buffet où tout le monde avait laissé ses sacs et vestes. Elle avait l'air agitée, presque maniaque, ses yeux trop brillants et ses mouvements trop rapides. « Quelqu'un a vu mon portefeuille », a-t-elle annoncé soudainement, sa voix coupant le doux brouhaha. Je dois aller chercher quelque chose dans ma voiture, mais je ne trouve mon portefeuille nulle part. La conversation s'est progressivement éteinte alors que tout le monde se tournait pour la regarder. La mère de Blake a fait une pause dans le débarrassage, une expression inquiète plissant ses traits. « Je suis sûre qu'il est quelque part par ici, ma chérie », a-t-elle dit. « Où te souviens-tu de l'avoir eu pour la dernière fois ?» Victoria a fait mine de fouiller son sac, en vidant le contenu sur le buffet avec un flair dramatique. Maquillage, clés, reçus et pastilles à la menthe se sont éparpillés sur la surface en bois poli. Mais pas de portefeuille. Je l'avais absolument en arrivant, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton paniqué qui semblait légèrement répété. Quelqu'un a dû le prendre. Le mot « prendre » flottait dans l'air comme une accusation attendant de trouver sa cible. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, un instinct primitif m'avertissant que le danger approchait rapidement. Les yeux de Victoria ont balayé la pièce, faisant l'inventaire de chaque visage avant de se poser finalement sur moi avec une précision laser. C'est là que je l'ai vu, le calcul froid derrière sa panique fabriquée, la satisfaction prédatrice d'un chasseur qui avait enfin acculé sa proie. « Meredith », dit-elle doucement, et mon sang s'est glacé dans mes veines. « Tu as volé mon portefeuille, Meredith. » Les mots ont explosé dans la salle à manger comme une bombe, et soudain tout le monde était figé. Le verre de vin de ma mère s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Le père de Blake a posé sa tasse de café avec un claquement sec. Même les enfants qui jouaient dans le coin se sont tus, sentant le changement d'énergie des adultes. L'accusation de Victoria flottait dans l'air comme de la fumée, étouffant toute la chaleur de la pièce. J'ai senti mon monde basculer alors qu'elle continuait sa performance, me montrant du doigt avec une indignation vertueuse. « Je t'ai vu près du buffet tout à l'heure », a-t-elle dit, sa voix s'élevant à chaque mot. « Et maintenant, mon portefeuille a disparu. »« Qu'est-ce que tu en as fait ?»« Victoria, je n'ai rien pris », ai-je réussi à dire, ma voix se brisant sous le choc et l'incrédulité. « Je ne ferai pas ça. Jamais. »« Ne me mens pas », a-t-elle hurlé, son visage se tordant d'une rage fabriquée. « Je sais quel genre de personne tu es vraiment. Ayant grandi pauvre, toujours à vouloir ce que les autres ont. Tu as vu une opportunité et tu l'as saisie. » L'attaque sur mes origines a été comme une gifle. Autour de la table, je pouvais voir les parents de Blake échanger des regards mal à l'aise, ne sachant que croire. Le visage de ma mère était devenu pâle, ses mains tremblant légèrement alors que les implications s'installaient. Blake s'est levé d'un bond, sa chaise raclant contre le parquet. « Victoria, ça suffit. Meredith n'a rien volé. » Mais Victoria ne faisait que commencer. Elle s'est dirigée vers le buffet où tout le monde avait laissé ses sacs. Ses mouvements étaient théâtraux et délibérés. Si elle est innocente, alors ça ne la dérangera pas que je vérifie son sac. « Je n'ai pas de sac », ai-je dit rapidement. « Je l'ai laissé dans ta voiture, Blake. Tu te souviens ? Je n'ai apporté que mon téléphone et mes clés. » Victoria a marqué une pause, et pendant un instant, j'ai vu l'incertitude vaciller sur ses traits, mais elle s'est vite reprise, ce sourire calculateur revenant sur ses lèvres.
Ah, vraiment, dit-elle en tendant la main vers une petite pochette noire posée près du bord du buffet. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a brandi le sac que je n'avais jamais vu de ma vie, l'ouvrant avec une cérémonie exagérée. La pièce a collectivement retenu son souffle alors qu'elle plongeait la main à l'intérieur et en retirait lentement son portefeuille manquant, le tenant en l'air comme un trophée. Des halètements ont parcouru la table. La mère de Blake a porté une main à sa poitrine, les yeux écarquillés de choc. Ma propre mère a émis un petit son plaintif qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Le voilà, a dit Victoria, sa voix dégoulinante de justification, dans le sac de Meredith, exactement comme je le pensais. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'avais l'impression de m'enfoncer dans des sables mouvants, sombrant plus profondément à chaque seconde qui passait. Comment cela pouvait-il arriver? Comment tout le monde pouvait-il réellement croire que je volerais ma future belle-sœur? Puis, perçant ma panique comme un phare dans le brouillard, est venue la voix claire et posée de ma sœur. Ce n'est pas le sac de Meredith, Victoria. C'est le mien. Chaque tête dans la pièce s'est tournée vers Claire, qui était assise calmement sur sa chaise à l'autre bout de la table. Elle n'avait pas bougé pendant toute la performance de Victoria, n'avait même pas sourcillé quand les accusations ont commencé à fuser. Quoi, balbutia Victoria, le sang se retirant de son visage. La voix de Claire est restée parfaitement égale, mais je pouvais entendre l'acier en dessous. J'ai dit, c'est mon sac. Celui d'où tu viens de sortir le portefeuille? Il m'appartient. La pièce est devenue silencieuse alors que les implications s'installaient. Claire a continué, son esprit analytique disséquant le plan de Victoria avec une précision chirurgicale. J'ai été assise ici toute la soirée à parler avec Madame Thompson de son jardin. Je ne me suis pas levée une seule fois. Je n'ai pas bougé de cet endroit. Alors dis-moi, Victoria, si ma sœur a soi-disant volé ton portefeuille et l'a mis dans mon sac, comment exactement a-t-il pu passer d'ici? Elle a fait un geste vers sa chaise, à là-bas. Elle a pointé le buffet où Victoria avait mis en scène sa découverte dramatique. La bouche de Victoria s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Aucun son n'en sortait. Son visage a pris plusieurs teintes de rouge alors que l'impossibilité logique de son histoire devenait claire pour tout le monde dans la pièce. À moins, a poursuivi Claire avec un calme dévastateur, que quelqu'un d'autre ne l'y ait mis. Quelqu'un qui avait accès à la fois au portefeuille et à mon sac. Quelqu'un qui se tenait peut-être juste à côté du buffet plus tôt, faisant semblant de chercher quelque chose. Le silence dans la pièce était si complet que je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. Victoria se tenait figée comme un cerf pris dans les phares, tenant toujours son portefeuille, son visage passant par des expressions de panique, de rage et de désespoir. Le père de Blake a été le premier à retrouver sa voix. Victoria Mary Thompson, dit-il lentement, utilisant son nom complet comme le font les parents quand ils sont profondément déçus. As-tu mis en scène toute cette histoire? Balbutia Victoria, mais les mots ne venaient pas. Son plan élaboré se dénouait plus vite qu'un pull bon marché, et tout le monde pouvait le voir. Blake s'est levé si vite que sa chaise a failli basculer. Son visage était un masque de fureur et de trahison que je n'avais jamais vu auparavant. Tu as essayé de piéger ma fiancée. Tu es resté là à traiter la femme que j'aime de voleuse, sachant que tout était un mensonge. Blake, tu ne comprends pas, a commencé Victoria, mais il l'a interrompu d'un geste sec. Je comprends parfaitement, a-t-il dit, sa voix tremblant de rage contenue. Je comprends que tu empoisonnes les conversations sur Meredith depuis des mois. Je comprends que tu l'as saignée à blanc avec tes faux déjeuners et tes prêts d'urgence. Et je comprends que quand elle t'a enfin tenu tête, tu as décidé de détruire sa réputation devant nos deux familles. La façade soigneusement construite de Victoria s'est finalement complètement fissurée. Vous voulez savoir la vérité, a-t-elle hurlé, jetant son portefeuille sur la table. Très bien. Oui, je l'ai piégée. J'essaie de vous montrer quel genre de personne elle est vraiment depuis le début. Sa confession a frappé la pièce comme un éclair. La mère de Blake a halté et s'est affaissée sur sa chaise tandis que le visage de son père s'assombrissait d'une fureur que je n'avais jamais vue chez un homme si doux. Elle ne te mérite pas, Blake, a poursuivi Victoria, sa voix devenant plus hystérique à chaque mot.
C'est juste une pauvre fille du mauvais côté de la ville qui a vu des signes de dollars quand elle t'a regardé. J'essayais de te protéger. Me protéger? La voix de Blake était maintenant mortellement calme, ce qui la rendait en quelque sorte plus effrayante que s'il avait crié. Tu as essayé de détruire la femme que j'aime. Tu l'as fait payer pour tes repas pendant des mois, emprunter de l'argent que tu n'as jamais eu l'intention de rembourser, et puis, quand elle a finalement résisté à ta manipulation, tu as décidé de la faire accuser de vol. L'ampleur de la tromperie de Victoria devenait claire pour tout le monde dans la pièce. Madame Thompson a pris la parole, sa voix tremblant de déception. Victoria, ma chérie, comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi cruel? Meredith essayait si fort de faire partie de cette famille. Parce qu'elle n'a pas sa place ici, a hurlé Victoria. Regardez sa famille. Sa mère est une maîtresse d'école. Pour l'amour de Dieu, ils n'ont rien. Blake pourrait faire tellement mieux qu'un cas social qui... Assez. Le rugissement de Blake l'a fait taire en pleine phrase. N'ose pas parler de Meredith ou de sa famille comme ça. Sa mère a élevé 2 filles incroyables toute seule. Elle a plus de classe et d'intégrité dans son petit doigt que tu n'en as montré dans toute ta vie. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, non pas de tristesse, mais d'une gratitude immense. La défense acharnée de Blake pour moi et ma famille signifiait plus que n'importe quelle bague en diamant ou vœu de mariage ne le pourrait jamais. Claire, qui avait tranquillement observé toute la crise, a de nouveau pris la parole. Il y a autre chose que vous devriez tous savoir, dit-elle calmement. Victoria, tu as mentionné plus tôt que tu cherchais quelque chose dans ta voiture, mais ton portefeuille était censé avoir été volé à l'intérieur de la maison. Comment comptais-tu entrer dans ta voiture sans tes clés? Le visage de Victoria est devenu blanc alors que la dernière pièce de son histoire s'effondrait. Elle avait été tellement concentrée sur le fait de me piéger qu'elle n'avait pas réfléchi à la logistique de base de son mensonge. Le père de Blake s'est levé lentement, sa déception rayonnant dans la pièce comme la chaleur d'une fournaise. Victoria, je pense que tu dois partir maintenant. Papa, tu ne peux pas prendre son parti contre le mien, a plaidé Victoria, le désespoir se glissant dans sa voix. Je suis ta fille. Et elle va être ma belle-fille, a-t-il répondu fermement. Mais plus que ça, c'est une bonne personne qui ne méritait pas ce que tu lui as fait ce soir. J'ai honte de toi. Les mots ont frappé Victoria comme des coups physiques. Un instant, j'ai vraiment eu pitié d'elle, jusqu'à ce que je me souvienne des mois de manipulation, de l'argent volé et de l'humiliation publique qu'elle venait d'essayer de m'infliger. Sans un autre mot, Victoria a attrapé son sac et s'est dirigée d'un pas rageur vers la porte d'entrée. Mais elle s'est arrêtée dans l'embrasure, se retournant avec un dernier regard venimeux. Ce n'est pas fini, dit-elle doucement, sa voix portant une promesse menaçante. Tu crois avoir gagné, mais je sais des choses sur cette famille que tu ignores. Profite de ton conte de fées tant qu'il dure, Meredith. La porte d'entrée a claqué derrière elle, nous laissant tous dans un silence stupéfait. Blake est immédiatement venu vers moi, me prenant dans ses bras alors que je laissais enfin les larmes couler. Je suis tellement désolé, a-t-il murmuré dans mes cheveux. J'aurais dû l'arrêter il y a des mois. Je savais qu'elle était jalouse, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Ses parents se sont approchés de nous, leur visage marqué par le remords. Meredith, ma chère, a dit Madame Thompson, tendant la main pour serrer la mienne. Je suis si profondément désolée. Ce que Victoria a fait ce soir est impardonnable. Ma mère, qui était restée silencieuse pendant toute l'épreuve, a enfin parlé. Sa voix était calme mais forte. Merci d'avoir défendu ma fille. Cela signifie plus pour moi que vous ne le saurez jamais. Au cours des jours suivants, la vérité sur Victoria a continué à se dévoiler. Les parents de Blake ont fait quelques recherches et ont découvert que son récent divorce n'était pas dû à des différends irréconciliables, comme elle l'avait prétendu. Son ex-mari avait divorcé après l'avoir surprise en train de voler de l'argent sur leur compte joint pour financer des virées shopping et des soirées entre amis. Elle avait également été renvoyée de son poste dans une agence de marketing pour détournement de fonds de clients, un détail qu'elle avait commodément omis en demandant un soutien financier temporaire aux parents de Blake. Confrontés aux preuves, les parents de Victoria ont pris la difficile décision de lui couper les vivres complètement jusqu'à ce qu'elle accepte de se faire aider par un professionnel.
Ils ont également insisté pour qu'elle rembourse chaque centime qu'elle m'avait emprunté, ce qu'elle a fait en serrant les dents et par une série de virements Venmo qui ont eu le goût de petites victoires. Victoria a fait une dernière tentative pour me contacter directement, appelant mon portable tard un soir avec une supplique désespérée et pâteuse. Meredith, s'il te plaît, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour me remettre sur pied. Je promets que je vais changer. Mais j'avais appris ma leçon sur les promesses de Victoria. Je ne peux pas t'aider, lui ai-je dit fermement. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de l'argent. C'est d'assumer la responsabilité de tes choix et d'obtenir l'aide dont tu as clairement besoin. J'ai raccroché alors qu'elle commençait à argumenter, ma main tremblante, mais ma résolution ferme. La dernière fois que nous avons entendu parler d'elle, Victoria avait quitté Charlotte, soi-disant pour rester chez un cousin à Atlanta. Blake a clairement indiqué que tant qu'elle ne se ferait pas sérieusement aider pour ses problèmes et ne ferait pas de véritables excuses, elle n'était pas la bienvenue dans nos vies. Notre mariage, 6 mois plus tard, était tout ce dont j'avais rêvé. La cérémonie a eu lieu au Founders Hall dans le centre de Charlotte, avec Claire comme demoiselle d'honneur et ma mère rayonnante au premier rang. Les parents de Blake avaient complètement adopté ma famille, et la réception était remplie de rires, de danse et de cette joie qui vous fait mal aux joues à force de sourire. L'absence de Victoria était comme un poids en moins sur nos épaules, nous permettant de nous concentrer sur ce qui comptait vraiment, l'amour qui nous avait réunis et l'avenir que nous construisions. Maintenant, assise dans notre nouvelle maison dans le quartier de Dilworth, regardant Blake assembler un berceau pour le bébé que nous attendons au printemps, je pense à la façon dont la tentative de Victoria de nous détruire a en fait rendu notre relation plus forte. Ses mensonges et sa manipulation nous ont forcés à affronter l'importance de la confiance, de la loyauté familiale et de la défense de ce qui est juste. Je porte encore quelques cicatrices de ce terrible dîner, le souvenir d'avoir été traitée de voleuse devant des gens que je voulais désespérément impressionner. Mais je porte aussi la force qui est venue du fait de m'être défendue, soutenue par la famille qui m'aimait vraiment. À tous ceux qui ont suivi ce parcours avec moi, merci pour votre soutien. Parfois, les personnes qui essaient de vous abattre finissent par vous montrer qui est votre vraie famille. Et parfois, la pire trahison mène au plus beau des nouveaux départs. Le conte de fées ne s'est pas terminé comme je l'attendais, mais il s'est terminé exactement comme il le devait.